Ancien directeur juridique de grands groupes bancaires, chroniqueur régulier à Politique Magazine et Nouvelle Revue Universelle, que vous connaissez maintenant, membre du Cercle Vauban, il est auteur d'une plaquette sur les véritables causes de la crise financière, qui malheureusement n'a pas encore vu le jour, mais ça ne saurait tarder, pour uniquement des raisons techniques. François Schwerer est un catholique social affiché, spécialiste entre autres de la doctrine sociale de l'Église. Il s'attache toujours à une vision, dans un domaine qui pourtant peut être affreusement technique et déshumanisé, une vision humaniste des problèmes économiques et financiers. Je suis content de lui céder la parole. Dans Politique Magazine, il s'appelle François Reloujac. Ce nom, c'est le pseudonyme que j'avais utilisé quand j'étais en activité. Mais maintenant que je suis à la retraite, ça ne pose plus aucun problème. Voilà. Tout à l'heure, le professeur Rouvillois a débuté son propos en faisant référence à Claude Bartholone. Je vais, pour ma part, commencer par une citation du pape François. Chacun choisit ses maîtres. La crise mondiale qui investit la finance et l'économie manifeste ses propres déséquilibres et, par-dessus tout, l'absence grave d'une orientation anthropologique qui réduit l'être humain à un seul de ses besoins, la consommation. La crise financière, crise morale et politique. La base même, ce que je voudrais vous faire passer comme message de la crise économique que nous vivons aujourd'hui, n'est pas à chercher dans l'économie, mais dans une crise de l'homme, dans une crise du pouvoir, dans une crise du sens. Si l'on regarde le fonctionnement aujourd'hui de l'économie, on constate que les zélateurs du libre-échange, de la libre circulation des capitaux, des hommes, des biens et des services, les zélateurs du marché unique, etc., lorsqu'ils nous présentent les avantages de leur système, le font souvent en prenant comme contre-référence le protectionnisme et la coopération. Mais ils oublient bien vite que, à supposer que les anciens systèmes fussent des erreurs, que le contraire d'une erreur n'est bien souvent que l'erreur contraire. Car si, effectivement, le système du protectionnisme et de la coopération peut conduire à la sclérose du système économique, le système de la libre circulation des capitaux, des marchés, conduit aussi de son côté à une dérive qui s'appelle la loi de la jungle. Dans la loi de la jungle, tout le monde est libre. Le lion est libre, la gazelle est libre. Mais la liberté de la gazelle face à la liberté du lion n'est pas tout à fait toujours équilibrée. Dans le monde économique dans lequel nous vivons, la multinationale est libre, l'ouvrier qui travaille au fin fond de la Corrèze est libre. L'équilibre entre les deux personnes n'est pas forcément équivalent. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à vouloir mettre sur le même pied toutes les personnes, comme on dit en droit, qu'elles soient des personnes physiques ou des personnes morales, en voulant réduire en réalité les personnes, au sens métaphysique du terme, au rang de simples individus, on arrive à un système dans lequel on fait cohabiter côte à côte des personnes qui finalement ne se comprennent plus, ne se parlent plus, et restent côte à côte, comme je viens de le dire, alors qu'elles devraient être vis-à-vis, si on se réfère
à un livre que je recommande beaucoup de lire, le livre de la Genèse. En économie, je regrette personnellement qu'on passe trop de temps dans les facultés sur les statistiques et les programmes mathématiques et pas assez sur l'enseignement de la Genèse, qui pour moi est le premier livre d'économie qu'on devrait étudier. Mais de toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Si vous regardez le fonctionnement de notre société, vous vous apercevez qu'effectivement, dans cette compétition qui est sans limite, les personnes ne se comprennent plus. On en arrive à un stade où chacun cherche à tirer la couverture à soi et ne s'intéresse pas à l'autre. Mais c'est la dérive normale du système du marché. Le marché, quand il fonctionne convenablement et quand il fonctionne en vertu des personnes, c'est l'endroit où deux personnes se rencontrent. La première vient proposer à l'autre le service dont il a besoin. Et la seconde vient chercher auprès du premier le service ou le bien dont il a besoin. Le marché, dans cette conception telle qu'elle existait autrefois, c'est la rencontre de deux personnes pour échanger des biens en vertu de répondre aux besoins de l'un et subsidiairement de l'autre. Aujourd'hui, le marché tel qu'il existe dans le cadre de la libre concurrence, dans le monde dans lequel nous sommes arrivés, qui est hyper mathématisé, c'est un système dans lequel on échange des biens les uns contre les autres, et le critère de l'échange, ce n'est plus le besoin de celui qui vient chercher le bien. Le critère de l'échange, c'est l'équivalence des valeurs. Dans ce système-là, la recherche du bien individuel a été remplacée par une équivalence de valeurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est la dérive à laquelle on assiste? Eh bien, c'est que celui qui vient offrir un bien ou un service sur le marché vient l'offrir non pas pour répondre aux besoins de celui qui est en face, mais pour acquérir une certaine somme financière qui lui permettra à lui de rechercher un autre bien ou un autre service. Résultat, le marché, au lieu d'être un lieu de rencontre comme il était autrefois, dans le système dans lequel on essaye d'obtenir une certaine solidarité entre les gens et créer un certain lien social, on arrive à une dérive dans laquelle le marché encourage l'individualisme, favorise l'égoïsme, appelons un chat, et finalement dans lequel chacun cherche à obtenir pour son propre profit le meilleur avantage possible. Dans ce système-là, l'échange n'est plus conçu donc comme servant à mettre à la disposition de celui qui en a besoin un bien qu'il peut acquérir en fonction de ce qu'il possède et ses facultés, mais il est devenu le moyen pour celui qui détient un bien, même momentanément, d'obtenir une chose dont il a envie et qui normalement est d'une valeur supérieure à celle qu'il avait acquise au départ. Quel est le moteur de ce système? Le moteur de ce système, pour qu'il fonctionne et pour qu'il s'emballe de plus en plus, c'est devenu, et vous le savez très bien, la publicité. Mais qu'est-ce que c'est que la publicité aujourd'hui? La publicité, elle n'est pas faite pour indiquer à celui qui a des besoins comment répondre à son besoin. Elle n'est pas faite pour expliquer quelle est la valeur intrinsèque des biens qui sont mis sur le marché. Elle est faite pour susciter le désir, pour exciter la convoitise, de façon que le plus possible de personnes viennent ensuite essayer d'acquérir ce bien pour le plus grand bien de celui qui l'a produit. Le moteur de l'économie n'est plus le bien individuel des personnes, ni le bien général, il est devenu
la consommation. Vous le constatez tous les jours. À partir du moment où le moteur de l'économie est devenu la consommation, dans un monde où il n'y a plus de frontières, où il n'y a plus aucune, règle nationale, à partir du moment où ce qui fait le moteur de l'échange, qui est la valeur de cet échange, la seule chose qui compte, c'est que le prix apparent à payer soit le plus faible possible pour allécher le consommateur le plus rapidement possible. D'où cette tyrannie des prix qui, aujourd'hui, ne respecte plus les qualités intrinsèques des biens. On ne cherche plus à savoir s'ils répondent réellement à un besoin véritable les uns ou des autres. On cherche simplement à leur donner une belle apparence, à penser que le fruit sera savoureux. Et donc, on excite la convoitise des uns et des autres. Mais une fois que le consommateur a mangé le fruit de sa convoitise, eh bien, tout comme nos premiers parents, et j'en reviens à la Genèse, il s'aperçoit qu'il est nu. Une convoitise chassera l'autre. Vous savez ce qu'il en est arrivé. Après avoir mangé du fruit de la connaissance, l'homme a cherché à manger le fruit de l'arbre de la vie. Et c'est pour ça qu'il a perdu la jouissance du paradis originel. Je vous renvoie à la lecture de la Genèse, mais quand vous voyez la dérive des lois actuelles en France, vous apercevez que quelques penseurs y avaient fait référence déjà il y a bien longtemps. Dans ce cadre-là, on constate que aujourd'hui, nos hommes politiques font en permanence référence à l'économie. Le nerf de la guerre, il faut l'argent pour payer le fonctionnement des partis politiques, etc. D'où la seule préoccupation officiellement affichée dans les médias, c'est la présentation économique du pays. Les lois économiques, alors il faut les réformer en permanence. Je ne sais pas si vous remarquez, là, on nous dit que la France est un pays dans lequel on ne fait pas de réformes, un pays sclérosé. Mais lorsque M. Giscard d'Estaing s'est présenté à la présidence de la République, c'était la réforme, le changement dans la continuité, mais c'était déjà des réformes. Ensuite, nous avons eu les réformes de M. Mitterrand, puis nous avons eu les réformes de M. Chirac, etc., etc. On passe de réforme en réforme, il faut toujours réformer. Le seul problème, c'est que les réformes en question ne sont en réalité qu'instabilité et on perd effectivement l'avantage de la permanence. Mais dans ce cadre-là, de réforme économique permanente, comme on veut briguer les suffrages de la population pour pouvoir se représenter, il faut pouvoir présenter un bilan. Et quand on présente un bilan, qu'est-ce que l'on fait ? On présente un bilan chiffré, puisqu'on ne connaît que les chiffres. Et donc, on parle d'un quelques taux principaux. Alors, le taux de chômage, on n'en parle pas trop parce que c'est pas brillant. On préfère parler de la croissance et de la croissance du produit intérieur brut, du PIB. Alors, le PIB, on le manipule tous les jours. Lorsqu'on nous parle de la croissance du PIB, très bien, sauf que le PIB calculé en 2014 n'est pas le même que le PIB calculé en 2013. Et il ne sera pas le même que le PIB qui sera calculé en 2015. Quand je dis pas le même, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sur les mêmes fondements, pas sur les mêmes bases. Quand dans l'indice des prix, on a remplacé la lampe à filament incandescent par la lampe halogène, ça n'a pas fait une augmentation de l'inflation, parce qu'on a remplacé un pour un. Et pourtant, comme chacun sait, la lampe halogène ne coûte pas le même prix que la lampe à filament. Mais c'est pas grave. Dans le budget de la famille, si on le conçoit, sur le plan national, on s'en fiche. Vous savez
qu'aujourd'hui, sur le plan européen, il y a de grandes discussions, en particulier entre la France et l'Angleterre, parce que on modifie, à la demande de l'Union européenne, le calcul du PIB. C'est avec la croissance du PIB qu'on calcule aussi le montant de la participation au budget de l'Europe. Et on a augmenté le calcul du PIB en y mettant toute l'économie souterraine, la prostitution, la drogue, etc., tout ce que vous voudrez. Alors en France, on a dit, ah mais oui, mais la drogue on veut bien, mais la prostitution on veut pas. La prostitution on veut bien, mais la drogue on veut pas, parce que dans la prostitution, non, c'est la prostitution on veut pas, parce que dans la prostitution, les prostituées ne font pas ça de leur plein gré. Elles sont entre les mains de proxénètes, donc à partir du moment où elles ne font pas ça de leur plein gré, c'est pas une production économique. Donc il ne faut pas l'inclure, tandis qu'en Angleterre, on peut l'inclure. Par contre, la drogue, on peut l'inclure. Ah oui, on peut inclure la drogue à partir du 1er janvier 2015. Mais ça signifie que le cannabis va pouvoir être en vente libre en France? Ah non, les lois françaises ne l'autoriseront pas. Ah oui, mais la libre circulation des biens, des services et des capitaux, à partir du moment où le cannabis est en vente libre aux Pays-Bas, ils pourront le vendre sans aucune difficulté. On n'aura pas l'autorisation de s'y opposer. En France, seule différence, c'est qu'effectivement, les trafiquants ne seront pas installés à Paris, ils seront un petit peu plus au nord. Seul le profit du producteur compte. Mais derrière, pour l'homme politique, seul compte l'augmentation des chiffres, l'augmentation du PIB, l'augmentation de la valeur du point de retraite, quand il y en a, etc., etc. Mais en abdiquant finalement son pouvoir politique pour se concentrer sur la poursuite de l'économie, on a réduit aussi le citoyen au rang de consommateur, pour lequel ce qui compte, c'est qu'il puisse acquérir le plus de biens possible au moindre coût. Et pour cause, puisqu'on ne veut pas que l'inflation reparte au moindre coût, donc on fait venir de l'étranger les produits pour la consommation, parce qu'ils sont produits par des personnes qui n'ont aucune protection sociale ou qui ne sont pas soumis aux mêmes règles fiscales. Et comme on ne veut pas augmenter les salaires, eh bien, on va faciliter le crédit et faciliter le crédit à la consommation. D'où cet engrenage dans lequel on est parti, qui entraîne d'une part un transfert de la production vers l'extérieur et d'autre part en permanence un accroissement du crédit pour permettre de continuer à consommer. On voit bien que cette politique-là est une politique qui est celle un peu de la boule de neige, où on est toujours obligé d'augmenter les doses. C'est comme lorsque on est drogué, hein. Plus on avance, plus on augmente les doses. Plus on veut consommer, plus on doit avoir des crédits. Mais plus on veut avoir des crédits, plus on est obligé d'aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire auprès soit des États étrangers qui nous ont vendu à bas coût les produits qu'on a consommés, soit auprès des multinationales qui, merci la Commission européenne et merci le président de la Commission européenne, multinationales qui peuvent aller localiser leur production dans les États où ils ont négocié avec le pouvoir en place le montant des impôts qu'ils vont payer. Donc on arrive à un système dans lequel tout le fonctionnement de l'économie est vicié. Et la seule solution pour les gouvernements d'essayer de continuer
à se maintenir est celle de la fuite en avant, dans laquelle ils espèrent refiler le bébé au suivant, parce que dans ce système-là, personne n'est jamais content, et ils savent très bien que dans ce système-là, ils perdront les élections suivantes, mais qu'ils reviendront à celles d'après. Merci, cher François Chouaret. Nous sommes effectivement très loin. Nous sommes tout près de la Genèse et très loin du marché vertueux que vous avez décrit en début d'exposé. Et nous sommes ravis de nous souvenir que le premier champion publicitaire avait la forme d'un serpent. Et la solution pessimiste, enfin pessimiste réaliste et pas très gaie, et ça incite à beaucoup de réflexion et de remise en question, c'est la fuite en avant dans la tyrannie des chiffres, la spirale des crédits et l'exaltation de l'individualisme que vient de souligner François Chouaret. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monsieur